Et donc, nous allons utiliser le même format que précédemment, sans mon introduction. Donc, vous aurez quelqu'un de compétent très vite. Donc, une petite heure 15 de présentation pour les parents et les élèves, puisque nous avons déjà, tu vas passer beaucoup de temps avec les professeurs, à la fois en groupe, mais aussi en passant dans les classes pour avoir des feedbacks individuels. Tout ça pour essayer de faire évoluer les pratiques pédagogiques dans un sens amélioratif, évidemment. Et je crois que nous y arrivons, parce que d'après tes retours, il y a des choses qui sont implémentées directement dans la classe, et c'est exactement ça le but, de payer aussi cher pour t'avoir avec nous. Bien, donc sans plus tarder, Frédéric, je te laisse commencer la conférence. Et puis, ne partez pas avant la fin, s'il vous plaît, même si vous avez faim. Merci. Surtout qu'à la toute fin, il y a un jeu. Alors, en tout cas, bonjour à tous, je suis ravi de revenir et d'être là à nouveau. Je vais juste me représenter très rapidement pour ceux qui n'étaient pas là la première fois. Donc, j'enseigne les SVT, je suis professeur de SVT dans un lycée, au nord de Paris, où il fait froid, effectivement. Donc, je suis ravi d'être là avec un temps quand même beaucoup plus chaud et beaucoup plus agréable. Et moi, je travaille particulièrement sur le cerveau apprenant. Donc, ceux qui étaient là le savent déjà. Comment est-ce qu'on peut améliorer le fonctionnement du cerveau lorsqu'il apprend par rapport aux connaissances qu'on a aujourd'hui sur, justement, le cerveau. Alors, je vous propose d'intervenir cette fois sur 3 thématiques, sur l'attention, sur la mémorisation et sur le contrôle de ces activités mentales. Et comme la dernière fois, on va jouer pas mal pour aborder toutes ces notions-là. L'idée, c'est que vous sortiez avec en tête un certain nombre de notions sur l'attention, la mémorisation et le contrôle du cerveau. Alors, vous voyez, c'est formulé un petit peu de manière individuelle. Hein. Je prends le contrôle parce qu'on va voir que effectivement, nous, on peut faire des tas de choses par rapport à notre cerveau. Et on va voir ce qu'on peut faire. Alors, on va commencer avec l'attention. Et quand je suis venu la dernière fois, donc là je vais faire 2 petits exercices de rappel très simples, mais ça me paraissait intéressant avant d'enchaîner avec des nouveautés, donc ceux qui étaient là, rassurez-vous, hein, il y a plein de nouveautés par rapport à la dernière fois. On avait vu ensemble, on avait défini ensemble ce que c'est que être attentif. On s'était dit, mais comment est-ce qu'on peut expliquer être attentif? C'est quoi être attentif dans sa tête? Et puis on était arrivé à l'idée que c'est 3 choses, être attentif. Alors, si vous vous rappelez bien, ceux qui étaient là, est-ce que vous vous rappelez de ce que veut dire PIM? Il y en a qui se rappellent? Criez si vous vous rappelez. Ok, mesurons juste que c'est déjà oublié, hein, et on reverra sur la mémorisation comment faire. Alors, être attentif, c'est avoir une perception. Le P de PIM, c'est pour la perception. Si je veux me verser un verre d'eau en étant attentif, ma perception, ce sera évidemment le haut de l'eau. Et il me faut, pour être attentif aussi, le I de intention. Il me faut un objectif, il me faut une intention, par exemple, verser de l'eau jusqu'en haut du verre. Et puis il me faut le M, la manière d'agir dans ma tête. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je traite l'information pour pouvoir être attentif. Et effectivement, si je me sers un verre d'eau, ma manière d'agir, ce sera de contrôler l'angle que mon bras fait au niveau du coude pour pouvoir verser de l'eau ou pas. Et ça nous fait un petit acronyme qui est facile à retenir. PIM, être attentif, c'est avoir un PIM. Une perception sensorielle, une intention, une manière d'agir. Rappelez-vous, on peut mettre ça sur nos doigts. Pouce, index, majeur. Perception, intention, manière d'agir. Je vais vous laisser le répéter mentalement une fois. Pouce, index, majeur. Répétez les 3 mots-clés dans votre tête. Dans votre tête. Pouce pour perception, index pour intention et majeur pour manière d'agir. Vous avez un PIM, vous êtes attentif. Donc ça, c'était une des choses qu'on avait vues la dernière fois. Autre chose qu'on a vu la dernière fois, c'était, on avait parlé des sources de distraction. C'est parce qu'on a beau avoir un PIM, on peut être distrait. Et là, je vous propose un exercice très simple. Je vais vous demander de rester concentré sur la figure qui va apparaître à l'écran et de rester vraiment concentré dessus, sans être distrait, distraite. C'est très simple comme exercice. Vous êtes prêts? Non. Vous êtes prêts? Oui. Allez, on y va, restez bien concentrés. Alors, très bien. Levez la main, ceux qui sont capables de me dire si quelque chose est apparu à l'écran. Très bien. Est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire quel animal c'était? Un chien, très bien. Vous n'avez pas du tout suivi les consignes, alors, qui étaient de rester bien concentré sur le truc. Alors, effectivement, c'était un petit chien. C'est le petit chien du dessin animé où on retrouve, donc, il s'appelle Diabolo, et il est avec Satanas.
Et pourquoi je fais ce petit exercice? On avait évoqué ça en disant que, en fait, être attentif, on a beau être concentré, on est distrait. C'est-à-dire que ce que vous avez fait, c'est que vous avez vu le chien, et vous vous êtes reconcentré sur la figure. Si vous vous êtes reconcentré, sinon, bien sûr, je ne vais pas reconcentrer. Et l'idée, c'est qu'être attentif, notre attention, elle est déplacée en permanence, même si on a envie d'être concentré, par notre regard qui est spontanément attiré par les faits saillants. On n'y peut rien, c'est comme ça. On est biologiquement câblé pour être distrait. Le truc, il apparaît, on le regarde. Après, tout l'enjeu, c'est est-ce qu'on continue de regarder le chien ou est-ce que se reconcentre? Lorsqu'on est en classe et qu'on est élève, alors, quelque chose passe devant nous, un avion en papier passe devant nous, je le regarde. Est-ce que je me reconcentre tout de suite ou est-ce que je regarde où est-ce qu'il va, qui est-ce qu'il a envoyé? Donc voilà, et là, c'est toute la question du maintien de l'attention et de la concentration. C'est aussi déplacé par tous nos besoins physiologiques et nos émotions. Si on a faim, si on a soif, si on a envie d'aller aux toilettes, si on a chaud, tout ça, ça nous distrait. Donc il faut les prendre en charge, il faut bien dormir, bien manger. Il ne faut pas avoir trop chaud, pas trop froid. Donc tout ça, c'est à prendre en charge parce que ça distrait, de même que nos émotions peuvent nous distraire énormément, qu'elles soient positives ou négatives. Et puis, dernière chose qui nous distrait, c'est ce qu'on appelle dans notre cerveau le circuit de la récompense, qui libère de la dopamine quand on fait quelque chose qui nous plaît, ou qu'on pense à quelque chose qui nous plaît. Ou, on a un autre circuit qui s'active pour justement fuir les choses qui nous déplaisent, et ça nous donne envie de passer à autre chose de mieux que ce qu'on est en train de faire maintenant. C'est un PAM, vous voyez, un PAM, passer à autre chose de mieux. Et qu'est-ce qu'il nous faut pour lutter contre un PAM? Il nous faut un... Bravo, PIM, il nous faut un PIM. Un PIM, ça nous permet de lutter contre justement ce qui nous distrait en permanence et ce qui nous permet de rester concentrés. Voilà un peu ce qu'on avait dit la dernière fois, et aujourd'hui on va explorer un peu plus l'attention. Et je voudrais commencer par vous faire un petit test d'attention, avec un exercice qui est très très simple. Je vais vous présenter une vidéo, et dans cette vidéo, vous allez voir, il y a des joueurs de basket qui sont habillés en blanc, ils sont 3, ils ont un ballon rouge, et ils se font des passes en bougeant. Donc vous devez compter le nombre de passes que vont se faire les joueurs qui sont habillés en blanc. Alors évidemment, c'est trop simple. Pour complexifier la tâche, vous avez une deuxième équipe de joueurs de basket qui, eux, sont habillés en noir et ils ont un ballon de la même couleur, rouge. Ils se font des passes entre eux et tout le monde se mélange. Et vous devez compter uniquement les passes des joueurs qui sont habillés en blanc. Est-ce que la consigne est claire? Alors je vous propose qu'on y aille tous ensemble. C'est parti, restez bien concentrés, c'est rapide. Alors, levez la main dans l'assistance, ceux qui ont compté 19 passes, 18 passes, 17, 16, bravo. Gardez la main, non, gardez la main levée. Parmi ceux qui ont compté 16 passes, levez la main ceux qui ont vu, gardez la main levée ceux qui ont vu l'animal. Vous baissez la main si vous n'avez pas vu l'animal, ok. Donc, main levée, vous avez 16 et vous avez vu l'animal. Est-ce qu'il y en a qui ont vu que le rideau a changé de couleur? Non. Et qui ont 16 passes et vu l'animal? Bien déjà en tout cas. Ok, est-ce que quelqu'un a vu qu'une personne a quitté l'assistance, un joueur en noir a quitté la scène, quelqu'un l'a vu? Et est-ce que quelqu'un a tout vu? 16, le rideau, l'animal et la personne qui a quitté? Non, je remets la vidéo, on regarde ça ensemble. Regardez bien, je ne triche pas. Je vais juste revenir en arrière. Regardez la couleur du rideau, il est orange clair. Et si je remets en arrière, il devient rouge foncé. Regardons maintenant. Alors c'est vrai que l'animal qui passe est assez discret, il faut reconnaître. Voilà, donc c'est le gorille qui vient de passer, hein, et puis un des joueurs a quitté la scène. Alors ce qui est intéressant lorsqu'on fait ce test, c'est que vous êtes soumis à ce qu'on appelle la cécité attentionnelle, c'est-à-dire que vous êtes aveugle, et c'est comme ça que ça s'appelle, vous êtes aveugle lorsque vous focalisez votre attention sur quelque chose de très précis. Dans cette vidéo, vous avez focalisé votre attention sur les joueurs qui portaient un t-shirt blanc, et vous étiez distrait par les joueurs portant un t-shirt noir. Et votre cerveau, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé d'occulter
les joueurs qui étaient habillés en noir, donc il est devenu un peu aveugle à ça. Et comme le gorille, évidemment, était en noir, eh bien vous ne l'avez pas vu. Alors que quand on regarde la vidéo sans être focalisé, on voit très bien le gorille passer, ce que vous avez fait la deuxième fois. C'est pour vous montrer que notre attention, c'est quelque chose de très, très compliqué et à la fois fragile. C'est-à-dire que vous voyez, dans cette vidéo, vous vous concentrez et vous voyez pas un truc énorme qui se passe. Et en classe, il se passe la même chose. Si on focalise notre attention sur quelque chose, on ne va pas voir le reste. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on soit conscient de cet effet-là. Alors, j'ai dit aussi que c'était limité, mais il y a des facteurs qui vont jouer sur la cécité attentionnelle. En bas, vous avez ici des chercheurs qui ont proposé cette vidéo à différents publics pour voir qu'est-ce qui influence cette cécité attentionnelle. Et vous voyez en bas, ici, vous avez les trois premiers. Vous voyez enfants, M c'est pour moyenne 8 ans, adolescents 12 ans, adultes 24 ans. Et ils sont allés regarder si l'âge, ça avait un effet sur la cécité attentionnelle. Est-ce qu'il y a une différence, à votre avis, entre les enfants de 8 ans, les adolescents de presque 13 ans et les adultes par rapport à la cécité? Ici, vous avez le pourcentage de personnes qui disent qu'ils ont vu un truc bizarre. Donc en gros, on leur demande de compter, ils disent « Bah ouais, mais moi j'ai vu passer un gorille ». À votre avis, qui sont ceux qui sont les plus efficaces dans la perception, justement, du gorille? Les enfants? Ouais, les ados, j'entends aussi. Eh bien, ce sont les adolescents et les adultes. Les enfants de 8 ans ont une attention focalisée très forte et sont très fortement soumis à ces effets de cécité. C'est assez contre-intuitif, on a toujours l'impression que les enfants sont, vite dispersés au niveau attentionnel, mais quand ils focalisent leur attention, ils ont du mal justement à voir le reste. Ils sont, contrairement à ce qu'on peut penser, plus soumis à ces effets de cécité attentionnelle que les adolescents et les adultes, où on va retrouver sensiblement la même performance. Ce qu'ils ont ensuite regardé ici, c'est, ok, comme c'est du basket, est-ce que quand je suis bon en basket, je vois mieux le gorille passer? Et donc ce qu'ils ont fait là, ils ont regardé des enfants donc du même âge, mais qui avaient 2 ans d'expérience en basketball, bébé c'est basketball. Ils ont regardé des adolescents qui avaient 5 ans d'expérience en basketball, et des adultes qui avaient 12 ans d'expérience en basketball. À votre avis, est-ce qu'il y a une différence entre les enfants qui ne jouent pas au basketball et les enfants qui jouent au basketball? Vous pensez qu'ils sont meilleurs, ceux qui jouent au basketball? Non? Eh bien si. Eh bien si, l'expertise dans la tâche qu'on est en train de faire, et regardez aussi chez les adolescents et les adultes, ils sont bien plus performants lorsqu'ils ont de l'expérience dans la tâche qu'ils sont en train de faire. Lorsqu'on est bon, quand on fait du basket, on voit mieux le gorille passer. Parce que l'expertise qu'on a nous permet d'élargir notre champ attentionnel, de voir mieux les éléments, d'être plus sensible aux variations, et c'est ce qui explique les différences de performance entre les deux. Donc, en résumé, l'âge et l'expertise vont impacter fortement les performances des personnes dans cette tâche-là, sachant que si on regarde bien, les adolescents d'à peu près 13 ans ont les mêmes performances que les adultes de 25 ans et plus. Alors du coup, si vous voulez bien, je vous soumets à une autre expérience visuelle. Je vais vous proposer une autre vidéo, et je vais vous demander dans cette vidéo de compter le nombre de... Voilà. Vous allez voir là dans la vidéo, elle n'est pas très très longue, il y a des choses qui vont changer dans la vidéo et vous devez repérer les changements qu'il y a dans cette vidéo et compter le nombre d'éléments que vous voyez changer. Je n'en dis pas plus, vous allez voir, soyez vigilants, soyez attentifs et attentives et comptez le nombre de changements que vous percevez dans la vidéo. Alors on y va. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Alors, how observant were you? Combien de changements avez-vous compté dans cette vidéo? Allez-y.
5, 7, c'est joli, 7, 4. Il y a mieux que 4, 2, 4, il y a mieux? Ok, c'est pas mal du tout, sachant qu'en tout, il y avait 21 changements. Regardons la vidéo, la suite de la vidéo, vous allez comprendre. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Alors, comme vous le voyez, on voit rien. Hein, on est d'accord, c'est que cette vidéo, elle nous montre que en fait, on perçoit rien. Hein, quand je disais que c'était très fragile, vous avez vu, tout change. À part les visages des personnages, je pense que quasiment tout dans la vidéo change et on ne le voit pas. En fait, ce qui se passe, c'est que, en plus, ma consigne vous a évidemment influencé. Je vous ai demandé de repérer les changements. Donc, vous avez probablement travaillé sur la vidéo en faisant là, il y a des fleurs, par exemple. Et quand vous faites ça, vous focalisez votre attention. Vous ne voyez pas ce qui se passe de l'autre côté, en plus. Donc, dès que vous focalisez à un endroit, vous ne voyez pas ce qu'il y a ailleurs. Et au point qu'il se passe des tas de choses qu'on ne voit pas. Les prestidigitateurs, quand ils nous font regarder ici. Alors, si vous voulez voir les trucs, il ne faut surtout pas regarder là. Hein. Ils jouent sur les effets de cécité attentionnelle, il faut le savoir. Pour la petite histoire, cette vidéo, elle a été faite par la ville de Londres pour sensibiliser les automobilistes à la problématique des vélos à Londres. Donc ça, c'est le petit instant prévention de la conférence. Attention, en voiture, il y a des vélos, ne regardons pas nos portables lorsque nous conduisons. Fin du moment prévention. Mais en tout cas, à retenir, c'est que c'est très très fragile. On est facilement distrait, mais la grande chance, c'est qu'on la contrôle, notre attention, et nous pourrons décider nous-mêmes de à quoi on va faire attention. Et lorsqu'on est distrait, on peut décider de se reconcentrer. C'est vrai que c'est quelque chose, ça demande un effort, mais on peut s'entraîner à faire ça. Et on a dans le cerveau un réseau de neurones qui est particulièrement dédié à ça, qui s'appelle l'inhibition. Et plus on développe nos capacités attentionnelles. Alors, dernière chose que je voulais vous proposer, toujours sur les questions attentionnelles, c'est vous montrer aussi, parce que des fois l'attention, on fait plusieurs choses en même temps et on a l'impression qu'on est bon quand on fait plusieurs choses en même temps. Et je voudrais vous proposer de vérifier si on est efficace lorsqu'on fait plusieurs choses en même temps. Donc je vous propose quelque chose de très simple. Vous allez lire le texte qui va s'afficher, vous allez le comprendre pour pouvoir répondre à 2 questions dessus. Et moi je vais vous lire un autre texte, vous allez l'écouter, vous allez le comprendre, et vous allez répondre ensuite à 2 questions sur ce texte. Alors j'espère que la consigne est claire. Vous devez donc lire et écouter 2 textes, vous devez les comprendre, dans le but évidemment de répondre à 2 questions ensuite. Vous êtes prêts? Ah non, vous êtes prêts? Oui. Alors on y va, c'est parti. Lorsque vous êtes avec des camarades et que tout le monde parle en même temps, il est difficile d'en écouter un seul et de ne pas faire attention à ce que les autres disent. Lorsqu'un champion automobile court en Formule 1, tout risque d'attention d'une seule seconde peut être dramatique pour lui, pour les autres bolides ou même pour les spectateurs. Alors bien sûr, c'est fatigant d'être attentif, mais les bénéfices sont immenses, car on retient mieux et on fait mieux les choses. Alors là, première conclusion, j'ai pas fini de lire. Oui, parce que première conclusion, quand on fait 2 choses en même temps, on est ralenti. Et on est moins, évidemment, comme on doit faire les 2 en même temps, on va moins vite. La question c'est, restons-nous performants ou performantes? Est-ce qu'on arrive quand même à bien faire les choses? C'est ce qu'on va vérifier avec les questions. Donc la question 1 et 2 portent sur le texte écrit, et la question 3 et 4 sur le texte oral. Je vous laisse quelques secondes évidemment pour répondre aux questions. Qui peut répondre aux 4 questions? Qui est sous le coup d'un effet tête vide? Vous savez, c'est-à-dire rien. Il y en a qui sont soumis à cet effet? Ouais. Alors je vous rassure, c'est normal, hein, évidemment, parce qu'en fait, notre cerveau humain, il ne peut pas faire plusieurs choses en même temps en étant performant. Notre cerveau, il fait qu'une chose consciente à la fois. Là, vous aviez 2 choses conscientes à faire, il fallait lire, il fallait écouter, et bien notre cerveau, il ne sait pas faire. Et on n'est pas bon du tout. Mais par contre, on croit qu'on est bon. On croit qu'on peut le faire. On croit qu'on peut parler avec le voisin ou la voisine et écouter le conférencier, mais non.
Si vous faites ça, vous allez louper des tas d'informations, et comme vous les loupez, vous vous en rendez même pas compte. Donc, s'il y a bien une chose là que je voudrais bien que vous reteniez, c'est que deux choses constantes en même temps, c'est pas possible. On pourra le faire, mais ce sera toujours moins efficace, on fera des erreurs et on sera plus lent. Après, on peut automatiser une des deux tâches, ça c'est faisable. Moi je peux tout à fait parler et puis continuer d'expliquer. La marche à mon âge, elle est automatisée, donc j'ai pas de difficulté pour faire ça. Mais si vous me demandez de sauter à cloche-pied en faisant les numéros pairs sur la jambe droite, les numéros impairs sur la jambe gauche et de changer tous les nombres premiers, j'arrête de parler, soyons clairs. Donc ça joue, donc à retenir, surtout quand on est élève, à chaque fois qu'on nous demande d'automatiser des tâches, eh ben il faut le faire, il faut automatiser. Vous savez, des fois, quand on est enseignant, on dit à nos élèves, allez, on s'entraîne encore, et puis on entend, ouais, mais c'est bon, j'ai compris. Oui, mais moi, je ne cherche pas que tu aies compris. Je cherche à ce que tu arrives à le faire automatiquement, parce que j'ai besoin que tu puisses faire ça, plus autre chose après. Donc c'est important de s'entraîner, parce que vous allez aider votre attention après, votre capacité à faire deux choses en même temps. Ça va pour ça ? Alors, résumons. L'idée, moi élève, puisqu'on s'adresse un peu aux élèves, mais c'est valable pour tous les apprenants, et si on est parents, ça nous permet d'aider nos enfants, je prends le contrôle de mon attention. Déjà, je connais mes limites attentionnelles, je sais que c'est limité, je sais qu'il y a des effets de cécité, je sais que je ne peux pas faire deux choses en même temps, je sais que je suis facilement distrait. Je choisis d'être attentif ou attentif, c'est un vrai choix, c'est une volonté, l'attention. Replacer son attention sur quelque chose, c'est en fait extrêmement simple. Il faut juste vouloir, alors avec tout ce qu'on met derrière, mais c'est facile. J'identifie mes distracteurs et je lutte contre. Autre chose aussi qui nous permet d'être efficace, c'est savoir ce qui nous distrait et mettre en place des stratégies pour lutter contre. On met en place des PIM pour lutter contre les PAM. On joue à pim pam, et ça nous permet d'être plus efficace. Et puis on va essayer de ne pas faire deux choses en même temps, parce que en fait ça, même si on a le sentiment qu'on peut y arriver, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire et le cerveau il gère très très mal. Ça va pour ça ? Alors c'est à vous, je vous donne 1 minute, oui, tu vas intervenir ? Oui, et c'est ici que le proviseur s'adresse aux parents et aux élèves. Vous avez compris à quel point l'ambiance de la maison a un rôle sur la réussite de vos enfants. Si vous leur donnez l'habitude de travailler avec le téléviseur allumé, que va faire leur cerveau ? Plutôt essayer d'écouter ce que dit la personne qui est à la télé ou de comprendre ce qui se passe à la télé, plutôt faire ça que d'apprendre la leçon. Si vous vous disputez à la maison, pendant que vous vous disputez, votre enfant il va arrêter de travailler pour se concentrer sur le bruit qu'il entend ailleurs, ainsi de suite. Ça veut dire que tous ces éléments qui ont l'air abscons parce qu'ils sont très scientifiques, l'idée c'est de les transformer en quelque chose d'extrêmement concret. Comment à la maison je peux faire en sorte que les distracteurs soient les moins nombreux possibles. Et donc, si vous êtes là ce soir, c'est pour que, en rentrant à la maison avec vos enfants, vous réfléchissiez déjà à ça, parce que ça va évidemment favoriser leur apprentissage. C'est aussi simple que ça. Tout ce que Frédéric est en train de dire ce soir, vous devez le transformer en action concrète à la maison. Voilà, merci. Merci. Et pour les élèves, on a une checklist au tableau aussi qui peut nous aider. Alors ça va être à vous. On va voir si vous avez été attentif. Je vous laisse 1 minute pour expliquer à votre voisin-voisine, pour vous, quelle est l'idée principale à retenir de cette première partie. Donc c'est à vous, on prend 1 minute, 1 minute 30. Expliquez l'idée majeure pour vous, à votre voisine, à votre voisin. C'est parti, c'est à vous, on y va, on parle à son voisin, sa voisine, et on résume l'idée principale. Monsieur, il ne faut pas rester tout seul. On a un voisin-voisine.
Alors, tout le monde a fini de résumer au moins une idée majeure parmi tout ce qu'on a un peu évoqué. Est-ce qu'il y a une question qui émerge là? Avant qu'on passe à la deuxième partie, est-ce qu'il y a une question, quelque chose qui émerge sur l'attention que vous voulez absolument poser maintenant avant d'attendre la fin? Ouais. Allez-y, je vous écoute et je répéterai la question si besoin. Bonsoir à tous. Je vais profiter de ce moment pour essayer d'expliquer un fait que j'ai vécu aujourd'hui à la maison. C'est que j'ai 2 enfants que j'ai fait travailler aujourd'hui en même temps. Et la conséquence, c'est que j'ai constaté une forte distraction des 2 enfants parce que je n'ai pas pu les faire travailler en même temps. Maintenant, ma question serait comment faire, moi en tant que parent, pour attirer l'attention de chacun de mes enfants, même si je dois les faire travailler en même temps. Ou est-ce que je dois consacrer mon particulier pour chacun des enfants, voilà, pour éviter qu'ils aient des éléments distracteurs. Merci. Donc, ce qu'on entend là, si c'est bien clair, la question c'est comment est-ce qu'on gère 2 enfants qui ne font pas la même chose a priori en même temps et lorsqu'on doit superviser le travail des 2. J'ai bien résumé la question. Ok. Alors évidemment là, ça dépend de l'âge des enfants et ce qu'ils sont en train de faire. Hein. C'est pour répondre à ça, évidemment, il faut rentrer un peu dans le détail. Mais avec ce qu'on a dit sur l'attention, s'ils travaillent autour de la même table, ils ne peuvent pas ne pas être distraits de toute façon par le discours qu'on va avoir avec l'autre enfant. À ce moment-là, c'est extrêmement compliqué, le cerveau traite de toute façon dès qu'il comprend. Alors effectivement, on évoquait la télé, hein, ça marche avec des musiques dont on comprend les paroles, avec quelqu'un qui parle à côté de nous. Tout ça, ça nous distrait énormément. Si jamais les matières sont plus les mêmes, alors là, ça perturbe encore plus, parce que du coup, ça va interférer. Donc là, on est dans une situation où on va générer des tas de distracteurs, malgré nous, hein, parce que là, ce qu'on veut, c'est faire travailler les 2, évidemment, mais là, on génère beaucoup de distracteurs pour les deux enfants. Donc là, après, en fonction de la durée, de la difficulté, est-ce qu'on peut faire l'un puis l'autre? Est-ce qu'on peut imaginer d'avoir un moment de supervision avec quelqu'un, et puis l'autre, à ce moment-là, il va travailler en autonomie, puis il revient, il montre ce qu'il a fait, voilà, en alternance, mais au même endroit, on va avoir des difficultés qui seront liées au fait que ça va perturber les 2. Donc peut-être aller vers ces pistes-là, de soit désynchroniser, soit faire une sorte de roulement avec je viens présenter mon travail, je retourne travailler en autonomie, dans le calme, sans distracteur, je reviens, et puis alterner l'un puis l'autre. Il y avait une autre question, je crois, par là. Et c'est aussi pour ça, peut-être, qu'il ne faut pas trop de travail à la maison. Pour éviter ça, vous l'avez vu avec la Covid, ceux qui avaient 4 enfants, c'était un enfer de pouvoir être à distance avec 4 enfants en même temps. Et donc, ça aussi, ça doit questionner l'enseignant sur qu'est-ce que ça provoque quand on donne beaucoup de travail à nos enfants à l'école, ce type de situation, par exemple. Merci beaucoup. Moi, c'est Grison Trésor. Je voulais savoir si l'attention, c'est un problème d'intelligence, exclusivement, ou des réflexes, ou alors d'habitude. Parce que notre agir, nous n'agissons que par intelligence, pour être bien attentionné, ou bien il y a ce qu'on agit par habitude, ou alors par réflexe. Merci pour la question. Alors, il n'y a pas d'aspect génétique lié au fait d'avoir des capacités attentionnelles héritées génétiquement, liées à un facteur d'intelligence qui détermine directement les capacités d'attention. C'est des capacités qui s'entraînent. Clairement, l'avantage aussi, c'est qu'elles s'entraînent et que quelle que soit la situation dans laquelle on entraîne l'attention, c'est transférable aux autres situations. Je prends un exemple. Si je fais du sport, alors pas du sport, je mets mes écouteurs, je cours comme ça autour de chez moi, ça fait rien, mais lorsqu'on fait du sport, où on a des gestes qui nécessitent de l'attention sur les gestes qu'on est en train de faire, ça développe les réseaux de neurones associés à l'attention qui seront les mêmes dans les situations d'apprentissage scolaire, par exemple. Donc ça se développe. Il y a des activités qui sont favorables pour développer l'attention, particulièrement donc effectivement des activités des activités de physique où on doit mettre des gestes techniques dans ce qu'on est en train de faire. Tout ce qui développe, toutes les activités où on a justement ces gestes qui demandent de l'attention, c'est intéressant parce que dans le monde scolaire, c'est transférable. Donc pour répondre à la question, c'est plutôt une question d'entraînement. Alors il y a des questions d'habitude aussi derrière, aussi hein, évidemment, parce qu'être attentif c'est fatigant aussi, donc il y a une question d'effort à faire et on ne le fait pas forcément tout le temps. Ça veut dire aussi que c'est intéressant de savoir où est-ce qu'on met l'énergie pour être attentif et d'arriver à gérer aussi, de se prévoir des temps de pause aussi en se disant là je bosse une demi-heure, je m'arrête quelques minutes, 5 minutes, je fais une pause, j'y reviens, je me remets une demi-heure sans distraction, donc je mets le portable de côté. Donc il y a des habitudes, il y a de l'entraînement majoritairement. Capacité attentionnelle. Et puis il y a des jeux, c'est pas le cas.
Donc j'ai envie de dire, ça dépend à quoi on joue, mais disons que c'est pas blanc ou noir, c'est-à-dire les jeux vidéo, ça ne développe pas ou ça développe, ça dépend réellement à quoi on est en train de jouer, mais il y a pas mal d'études qui montrent que ça peut avoir des effets positifs. Donc juste, il faut regarder à quoi on est en train de jouer, mais il y a des effets positifs qui sont quand même bien documentés dans la littérature scientifique. Je m'arrête là pour les questions, on aura un temps à la fin s'il nous reste un petit peu de temps, mais je vous propose d'attaquer sur la deuxième partie maintenant et sur la mémorisation, qu'est-ce qu'on peut en dire. Alors pour la mémorisation, j'ai choisi de vous présenter un petit peu comment ça marche dans le cerveau, la mémoire. Parce que la mémoire, on emploie toujours au singulier, on parle de la mémoire humaine, mais vous allez voir qu'en fait, on n'en a pas qu'une seule, et on va voir qu'il y a des particularités pour chacune d'entre elles. Et c'est intéressant de savoir comment ça marche, parce que ça nous rend plus efficaces quand on apprend en tant qu'élève, ça nous rend aussi plus efficaces en tant que parents pour accompagner nos enfants. Alors allons-y ensemble. Déjà, si on devait définir la mémoire, on pourrait dire que c'est la capacité d'un système à faire dans le temps 3 grands processus qui sont les suivants. L'encodage des informations, le stockage des informations et la récupération des informations et leur utilisation. Vous voyez, ça marche pour un ordi. Quand on parle de la mémoire d'un ordinateur, un ordinateur aussi, il fait ça. Quand on parle d'un système de la mémoire, qu'il soit naturel ou artificiel, il faut encoder, il faut stocker, il faut récupérer. Et, si on va un peu plus loin, on va voir qu'il existe plusieurs systèmes qui vont se distinguer par la durée de rétention et la capacité. On va voir qu'il y a des systèmes très courts et des systèmes très longs. Et on va voir aussi qu'on a des systèmes dont le contenu varie, la nature de ce qui est stocké dans ces mémoires va varier. On va trouver des savoirs sur le monde, des savoir-faire automatiques, et puis les connaissances qui nous concernent, nous, nos souvenirs autobiographiques. Alors je vous propose qu'on détaille tout ça et qu'on prenne comme fil conducteur la durée de rétention. Donc on va commencer, vous voyez, par le très court terme, et puis on va aller vers le long terme. Alors pour le très court terme, je vous propose un petit jeu. Je vais vous demander, c'est un petit pendu en quelque sorte, de retrouver le mot, mais de ne pas le dire à voix haute. Attention au jeu, donc là, chaque point représente une lettre qui est enlevée. Et l'objectif pour vous, c'est de retrouver le mot sans le dire à voix haute. Il va falloir inhiber votre réflexe quand vous l'aurez trouvé. Donc le premier système, c'est ce qu'on appelle nos mémoires snoyelles. Je vous laisse quelques secondes pour essayer de retrouver le mot qu'il y a derrière, sachant que la deuxième lettre est un E. Il ne faut pas dire à voix haute. Et la quatrième, un S. Ce qui nous donne vous faites les malins, mais après c'est plus dur. Sensoriel, premier système. Sensoriel, je représente ça par un œil, mais on est bien d'accord qu'il y a autant de mémoires sensorielles que de sens et de portes d'entrée différentes. Donc premier système, les mémoires sensorielles. Alors je vais vous soumettre à un petit test de mémoire sensorielle. Je vais vous projeter une image et je vais vous demander d'être attentif et de mémoriser ce qu'il y a dedans pour répondre à une question derrière. Vous êtes prêts pour le petit test ? Oui. Ah mieux, on y va alors. C'est parti, une image va être projetée, soyez attentifs, on y va. Et la question est... Quelles sont les couleurs des lettres du deuxième verbe ? Et oui, c'est dur. C'est très dur parce que je vais vous les montrer quand même, je ne vous laisse pas comme ça. Donc le deuxième verbe, c'est amas. Donc la bonne réponse était jaune, rouge, bleu, vert, jaune, rouge. Alors évidemment, ce que je vais vous montrer là, c'est que c'est du très court terme. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous ne pouvez pas vous dire, ah oui, regardons dans mon cerveau ce que j'avais enregistré. Non, c'est traité, c'est du court terme. Une fois que ça a été traité par le cerveau, ça part. On ne peut pas revenir en arrière, ça veut dire qu'il n'y a pas de mémoire photographique. On ne peut pas photographier l'environnement, le cerveau il ne fait pas ça du tout, il ne sait pas faire d'ailleurs, il est très limité, on capte quelques informations, on reconstruit, mais on n'est pas capable de revenir en arrière, c'est pas possible. Et il y a des raisons biologiques à ça, notamment, alors ça, on ne s'en rend pas compte, mais ça c'est un œil, ça c'est le centre de notre champ visuel, et bien il n'y a que ici, dans un angle d'à peu près 2 degrés, il n'y a que là qu'on voit net. Alors ça se voit pas, parce que notre cerveau est reconstruit, mais en fait si vous regardez devant vous, la seule zone qui est nette, c'est celle qui est devant vous. Tout le reste, si vous fixez un point, en fait tout le reste est flou autour de vous. C'est une des raisons pour laquelle, notamment, on ne peut pas photographier son environnement avec des tas de détails. Et la mémoire visuelle, qu'on appelle iconique, elle dure 500 millisecondes. C'est tout. Après, ça disparaît. La mémoire échoïque, c'est la mémoire
auditive, elle est un peu plus longue, mais vous voyez, ça ne dure pas plus longtemps, c'est quelques secondes. Et la mémoire haptique, la mémoire kinesthésique du corps, c'est moins d'une seconde aussi. Donc vous voyez, cette porte d'entrée, elle est très très limitée. Si je reviens à mon schéma ici, ce qu'on appelle les mémoires sensorielles, c'est vraiment un système de captation très très court et qui est très fortement associé à l'attention. Si je suis attentif ou attentif, les informations vont continuer leur chemin. Sinon, ça disparaît. Alors, on va voir ce qui se passe après, mais j'imagine que vous vous demandez pourquoi je vous fais des petits pendus, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que je fais des petits pendus? Vous posez la question, je suis sûr. N'est-ce pas? Alors, pour une raison simple. Pourquoi je vais continuer de vous faire des petits pendus et vous faire trouver les mots? Dans cette expérience, les chercheurs ont dit, ok, cher cobaye adoré, vous allez mémoriser des phrases et vous devez les restituer. Au bout de 5 minutes, vous devez mémoriser un maximum de phrases. Et ils ont fait des phrases simples et des phrases complexes. Ce qu'ils appellent des phrases simples, vous voyez, c'est des phrases où dedans, il y a un lien de causalité qu'on comprend. Par exemple, les couleurs sont apparues parce que la pluie a cessé. On peut trouver une situation de la vie réelle où quand la pluie commence à s'arrêter, il y a des couleurs qui apparaissent. Dans les phrases complexes, on a l'impression que c'est n'importe quoi. Les notes étaient aigres parce que la couture s'est fendue. On ne comprend pas. Et donc ils ont dit, ok, allez mémoriser. Le premier groupe qui était là, on leur a dit, ok, vous mémorisez comme ça. Le deuxième groupe, là au milieu, on leur a dit, ok, vous, on vous aide. On va vous donner des mots-clés qui vont donner le sens de la phrase. Donc, par exemple, arc-en-ciel ou cornemuse. Et avec le mot-clé cornemuse, normalement, on comprend un peu mieux la deuxième phrase. Les notes étaient aigres parce que la couture, sous-entendu, la cornemuse s'est fendue. Donc, deuxième groupe, vous avez les mots-clés. Et puis, le troisième groupe, là-bas, on dit, ok, vous commencez sans les mots-clés, et au bout de 10 secondes, on vous donne les mots-clés. Ça va pour le design expérimental? Alors, regardons ensemble les résultats. Premier groupe qui n'a pas d'indice. Résultat, vous voyez, un peu moins de 30% pour les phrases simples, un peu moins de 20% pour les phrases complexes. À votre avis, le deuxième groupe au milieu, vous avez été meilleur ou pas? Pouce comme ça si vous pensez que vous êtes meilleur. Ok, vous pensez que vous êtes meilleur? Eh ben non. Désolé. Vous n'êtes pas meilleur quand vous avez les mots-clés associés. Le troisième groupe là-bas, vous pensez que vous avez été meilleur? Pouce levé ou pouce baissé? Ah ok. Eh ben oui, vous êtes meilleur. Et bien meilleur. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que ceux qui ont 10 secondes où il n'y a rien, et d'un coup le mot-clé qui apparaît et qui donne un peu la solution, ça fait une sorte d'effet eureka dans le cerveau qui augmente la rétention. Voilà pourquoi, au lieu de vous donner les mémoires, je vais vous faire jouer à chaque fois, en espérant que l'effet eureka augmente la rétention chez vous. Donc on continue, mémoire sensorielle. Ça arrive dans le deuxième système qu'on appelle qu'on appelle la mémoire de Rivy. La première lettre est un T. Ne le dites pas à haute. Ne le dites pas à haute. La troisième est un A. Oui, il ne faut pas dire à voix haute. Mais c'est ça. Donc c'est la mémoire de travail, on l'a entendu. C'est très bien. Donc ce que je cherche, c'est cet effet que vous voyez quand ça arrive d'un coup. Cette espèce d'effet où vous trouvez d'un coup le truc, et bien ça augmente la rétention. Donc mémoire de travail, vous voyez, c'est un petit homme qui réfléchit dans sa tête, il travaille dans sa tête. Cette mémoire, elle est centrale, elle est au cœur de mon schéma, elle est au cœur de tout le processus de mémorisation. Permettez-moi de vous tester au niveau de votre mémoire de travail. Avec la phrase suivante, la sanction est donnée à la diligence de l'improviseur. L'une des 3 affirmations suivantes correspond-elle à votre compréhension de la phrase? Si oui, laquelle? Je vous laisse lire les 3 et choisir celle qui correspond le plus à votre compréhension. Et la bonne réponse est la numéro aucune. Alors vous êtes fou, j'ai compris. Aucune, puisque à la diligence, c'est un terme juridique qui veut dire à l'initiative de, donc en fait, aucune des phrases ne correspond. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez utilisé votre mémoire de travail, excusez-moi, il y a l'autre qui s'affichait, c'est-à-dire que vous avez réfléchi justement, vous avez raisonné à partir de ce qui vous venait ici, des mémoires sensorielles, et de ce que vous aviez déjà stocké sur ce qui est un proviseur, une proviseur, une diligence. Vous avez bien vu que ce n'était pas le moyen de transport qui était évidemment cité. Et grâce à ça, vous avez du coup
trouver une solution, elle peut être fausse, hein, évidemment, ça c'est pas parce qu'on utilise la mémoire de travail que c'est juste, mais vous avez utilisé cette fonction centrale dans les processus du cerveau. Et elle est centrale parce que c'est grâce à elle qu'on va commencer à mémoriser dans les mémoires à long terme, dont la première, vous voyez, c'est déjà affiché, la mémoire est à tueur. Je vous laisse chercher. Mais ne dites pas votre. La première lettre est un S. La troisième, un M. La cinquième, un N. Et la... C'est bon, je l'ai entendu d'ici. Bravo, vous pouvez essayer de résister. C'est la mémoire sémantique. C'est la mémoire des savoirs. Tout ce qu'on sait sur le monde, c'est stocké là-dedans. Donc c'est pour ça que j'utilise un livre pour l'illustrer. Tout ce que vous savez sur le monde, c'est stocké là-dedans. Permettez-moi de vous tester, là aussi, sur votre mémoire de travail. Pouvez-vous répondre à ces questions, s'il vous plaît? Ah, je reviendrai sur ça après. Pouvez-vous répondre à ces questions, s'il vous plaît? Alors que vous y arriviez ou pas, ce qui m'intéresse, c'est si vous y arrivez, si vous savez quelle est la capitale de l'Espagne, et que vous n'avez pas relu ça avant de venir à la conférence, eh bien c'est stocké dans cette mémoire sémantique. C'est stocké en mémoire à long terme, c'est facile pour vous. Alors évidemment, quand on enseigne, nous, on adorerait remplir cette mémoire. Quand on est élève, il faut que ça arrive là. Évidemment, il faut qu'on vienne stocker dans la mémoire sémantique. Et on avait vu, je ne vais pas revenir dessus aujourd'hui, lors de la première conférence, on avait vu 2 stratégies pour faire ça. Alors ceux qui étaient là, il faut réactiver. Maintenant, qu'est-ce qu'on avait dit? C'était quoi les stratégies? Et bien on a dit qu'il y avait 2 choses qu'il fallait faire qui étaient particulièrement aidantes pour mémoriser sur un temps long. Il fallait se tester, faire se poser des questions, se tester, essayer de récupérer, et avec le petit calendrier, il fallait le faire un certain nombre de fois. C'est pas les stratégies qu'on utilise le plus souvent. Souvent on lit, et souvent on fait proche de l'éval. Alors que ce qu'il faudrait faire, c'est pas lire, mais se tester, et puis le faire un certain nombre de fois. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Aujourd'hui, je ne reviens pas dessus, mais c'est ça qu'on avait dit sur la mémoire sémantique. Il y en a une autre aussi dans les mémoires long terme. Tu voulais intervenir? Oui, 3e conseil, parce que on fait tout ça pour ça. Donc, quand vous dites à votre enfant, apprends ta leçon par cœur, jetez ça à la poubelle en sortant d'ici. Quand vous dites à votre enfant, relis ton cours, jetez ça à la poubelle. Et quand vous lui dites, si tu recopies, tu vas retenir, jetez ça à la poubelle. La meilleure chose à faire, c'est le questionner, lui demander de faire et recommencer à le questionner le lendemain, une semaine après, un mois après. Donc tout ce qui a marché pour vous, ça a marché pour vous par hasard. Nous, on sait ce qui marche pour tout le monde de manière scientifique. Voilà, merci. Merci pour l'intervention. Oui, c'est ça qui est l'idée, c'est ça. Ça va être d'aller vers ces stratégies-là au maximum quand on est nous-mêmes élèves, et si on accompagne des apprenants, de leur donner ces stratégies-là, en fait, à mettre en œuvre. La mémoire d'après, c'est la mémoire psychique. La première lettre est un E accent aigu. Et la troisième, un I. Je l'entends ici encore, mais c'est bon. Mémoire épisodique, c'est la mémoire qui stocke les épisodes de notre vie, ceux qu'on a mémorisés, qu'on a vécu, nos situations concrètes réelles. Et le petit picto, c'est les gens qui parlent, parce que quand on raconte ce qu'on a fait, le dernier week-end, les dernières vacances, on utilise cette mémoire. Donc par exemple, si vous pouvez répondre à ces questions en expliquant votre dernier cinéma, votre dernier anniversaire, le dernier cadeau que vous avez reçu, si vous savez où, quand, avec qui, vous avez un contexte, vous êtes dans la mémoire épisodique qui va stocker tous nos souvenirs contextualisés. Je sais où ça se passe, quand et avec qui. Et il y en a une dernière, qui est la mémoire, c'est de relais. Première lettre, un P. De situation, hein, soit c'est fini, soit vous êtes encore en train de vous dire, attends, un adjectif, est-ce que bœuf est un adjectif de grenouille, voilà. Donc, c'est ça, les procédures cognitives. Pour les avoir, il n'y a pas 36 solutions, vous connaissez déjà le secret. Il faut s'entraîner, 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 refaire, jusqu'à ce que ce soit automatisé. Et là, tous les exercices d'automatisation, même si on a compris, il faut qu'on les fasse, parce que là, ce qu'on vise, c'est d'automatiser les procédures, c'est d'être capable de faire ça rapidement, sans consommer de ressources attentionnelles, sans consommer de ressources cognitives,
pour pouvoir mieux réussir les exercices qui vont arriver après et qui vont demander évidemment de faire ça plus autre chose. Donc en mémoire procédurale, il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Là où pour les savoirs, pour la mémoire sémantique, il faut se questionner, comme disait M. Dorville, on se questionne, on se teste et on le fait régulièrement. C'est deux stratégies différentes qu'il faut qu'on applique. Si c'est nos procédures, on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne. J'ai compris, mais je refais, jusqu'à ce que je le fasse facilement et automatiquement et rapidement. Sinon, si c'est un savoir, je me questionne, je me teste, ou je questionne mon enfant, et je le fais régulièrement. Donc voilà le modèle des mémoires. Vous voyez que ce n'est pas du tout la mémoire, il y a différentes mémoires, elles ne fonctionnent pas pareil, ce n'est pas les mêmes stratégies, et on va zoomer sur la mémoire de travail pour terminer ce petit bloc sur la mémorisation, parce que vous allez voir qu'elle a une cœur, et qu'elle est quand même assez limitée. Et vous voyez aussi qu'ici, j'ai bien, donc j'avais distingué par la temporalité, c'est la flèche du haut, et ici vous voyez qu'il y a une différence dans la nature des informations. Cette nature des informations stockées, elle est différente en fonction des mémoires. Soit c'est du savoir, soit c'est des souvenirs, soit c'est des procédures. Ça va sur le schéma? Alors, petit point de précision, entre les deux ici, j'ai l'attention. L'attention, c'est fortement associé, vous voyez, à la mémoire de travail et à nos mémoires sensorielles. Donc, utiliser correctement notre attention, ça va nous rendre plus efficaces pour pouvoir évidemment mémoriser. Si j'ai des bonnes stratégies, je vais consolider dans les mémoires long terme. Et quand j'ai besoin, je récupère les informations dans la mémoire de travail. La récupération, elle est très sensible au manque de sommeil et au stress, particulièrement. Donc, la gestion du stress, c'est quelque chose d'important pour la qualité de la récupération, mais aussi de la consolidation, de l'attention. Donc prendre en compte le stress, essayer d'en avoir le moins possible, savoir le gérer, à la maison avoir un environnement non stressant, ou le moins stressant possible, ça va favoriser les processus de mémorisation. Tu m'interviens? Oui, conseil numéro 5. Soyez bienveillant. Oui, c'est ça. Ne soyez pas pressé en disant « Comment ça, toi, 4 ans, tu ne sais pas faire ça? Comment ça, t'as 6 ans? Ça fait 4 fois que tu commences l'exercice et tu... » Quand votre bébé est prêt à marcher, vous attendez qu'il soit prêt, vous lui dites pas 6 mois, mets-toi debout et marche. Et bien vous dites, quand il a fait un pas, oh c'est super mon bébé, c'est super, et puis il va faire 2 pas, ainsi de suite, d'accord? Quand il apprend le vélo, vous mettez 2 roues, puis vous enlevez une roue et vous faites, ouais il sait faire du vélo. L'école c'est pareil, faites la même chose. N'essayez pas de vouloir à tout prix qu'il y arrive, mais accompagnez-le pour qu'il y arrive. La bienveillance est fondamentale en la matière. Votre enfant n'est pas un outil de travail, votre enfant n'est pas une récompense pour vous. Il a sa propre manière de faire les choses, vous l'accompagnez là-dedans. Donc, si après 3 fois il n'a pas réussi, ne le privez pas de dessert, ne l'engueulez pas, ça ne va pas l'aider à apprendre mieux et plus vite. D'accord? Et je sais qu'au Congo, on est un peu comme aux Antilles, on aime ça aille vite, on veut que ça aille tout de suite, etc. C'est pas... Ils ont le même cerveau que n'importe quel enfant dans le monde. Donc ils ont besoin exactement des mêmes choses. En France aussi, hein. C'est clair. Mais donc du coup, là, voilà, le stress, c'est jamais bon pour le système. Un tout petit peu, ça peut, mais vraiment souvent, ce qu'il faut retenir, c'est pas de stress pour le système mnésique et attentionnel. Souvent, c'est quand même bien délétère. Alors c'est à vous. Maintenant, vous allez pouvoir résumer les 5 mémoires à votre voisin. Donc vous pouvez les redire le nom et dire ce que ça stocke. À vous de jouer. Vous avez récupéré les 5 mémoires?
Alors, très court terme, c'était les mémoires sensorielles avec l'œil. Très court terme, ça stocke très très peu, hein, ça va tout de suite dans le système d'après, le bonhomme qui réfléchit, qui travaille dans sa tête, la mémoire de travail. Et ensuite, si j'ai des bonnes stratégies, je vais dans les mémoires long terme. Et là, on va trouver en premier la mémoire sémantique des savoirs, ensuite la mémoire épisodique des souvenirs, et après la mémoire procédurale des procédures et des automatismes. Bravo, bravo, c'est exceptionnel, vous êtes très très bon. Allons-y, on peut passer à la partie 3. Pas la partie 3 de cette partie 2. Je résumais, comme je vous le disais, sur la mémoire de travail. Je voudrais vous faire 2 petits exercices très simples pour discuter de la mémoire de travail. Alors vous allez voir, c'est très facile. Il faut mémoriser 7 mots qui vont s'afficher les uns après les autres. Vous n'avez pas le droit d'écrire, il faut essayer de faire ça dans sa tête. Dès qu'ils sont passés, écrivez-les, pour ceux qui ont du papier évidemment, sinon jouez quand même. Et l'idée c'est d'essayer de faire l'exercice sans prendre de notes. Vous êtes prêts? 7 mots, c'est très facile. Et une fois que c'est fait, vous les stockez. Une fois que c'est fait, vous les écrivez. Vous êtes prêts? On y va pour les 7 mots? Tout le monde a de quoi écrire? On n'écrit pas pendant l'exercice, hein. On attend de la fin que je vous dise écrivez. Vous êtes prêts? On y va? Allez. Personne n'écrit pour l'instant. Oui, vous n'écrivez pas. Vous pouvez écrire les 7 mots. On ramasse les copies. On va compter les points. Alors, on va compter les points. Vous comptez 1 point si le mot est bien écrit. Hein, si vous avez écrit Namavata Chouchou au lieu de Nimoviti, ça compte 0, on est d'accord. Donc allons-y pour la correction, on va compter les points. Donc voici les mots. Je vous laisse regarder, vérifier. Comptez vos nombreux points. Allez, on lève la main ceux qui ont 7 points. 6 points. 5 points. 4 points. Non, personne ne lève la main. Ceux qui se retournent au premier rang, personne n'a levé la main pour l'instant. 4 points. Ouais, super. 3 points. Bravo. 2 points. Excellent. 1 point. Bravo. 0 point. Excellent. On encourage toujours. Surtout que c'est très dur parce que vous êtes confronté à la première limite de la mémoire de travail, c'est qu'elle est limitée en quantité d'éléments. Elle ne peut pas retenir en même temps énormément d'informations. La littérature scientifique vous dira c'est 7 plus ou moins 2, donc en gros c'est entre 5 et 9. Globalement c'est ça qu'elle retient. Et c'est pas beaucoup. Entre 5 et 9 éléments, c'est pas beaucoup, donc c'est quand même très limité et c'est quand même très ennuyeux quand on travaille. Alors il y a plein de choses à faire évidemment pour soulager la mémoire de travail et pour pouvoir justement la soulager et discuter des stratégies, je vous propose un deuxième exercice avec des mots différents et on débriefe tout de suite après. Donc c'est la même modalité, vous n'écrivez pas, on fait 7 mots et c'est seulement quand je vous dis écrivez que vous écrivez les 7 mots. Vous êtes prêts? Oui. On y va. N'écrivez pas, attendez, n'écrivez pas. Tout à l'heure, j'ai parlé du sommeil, mais je ne vous ai pas expliqué ce qui se passait pendant le sommeil. Pendant le sommeil, il se passe 2 choses importantes. D'abord, on a une réactivation des réseaux de neurones, n'écrivez pas, des réseaux de neurones liés à l'apprentissage, et donc c'est beaucoup plus efficace d'apprendre avant de dormir. N'écrivez pas une qui triche là, avant de dormir. Il faut apprendre avant de dormir et pas après. Et deuxième chose qui se passe, c'est l'oubli. On oublie pendant le sommeil et c'est grâce à ça qu'on optimise les apprentissages. Donc c'est fondamental de bien dormir. Vous pouvez écrire les 7 mots.
Alors, on va compter les points, évidemment. Alors, voici les 7 mots. Crayon, arbre, lampe, avion, immeuble, ville, voyage. Levez la main ceux qui ont un meilleur score sur cet exercice par rapport au premier, déjà, juste pour vérifier. Bravo, c'est bien. Levez la main ceux qui ont perdu des mots à cause de mon intervention sur le sommeil, c'est-à-dire qui n'ont pas 7 mots, et oui. Et oui, parce que vous voyez, on ne peut pas faire 2 choses en même temps, ça a été dit, et surtout, vous voyez, l'espace est limité. Si vous voulez tenir ça, vous ne pouvez pas m'écouter. Et si vous m'écoutez, vous ne les tenez plus. Ou alors c'est compliqué. Il vous faut des stratégies, mais vous voyez que c'est difficile. Donc le cerveau, il est quand même très limité. Vous voyez, il est limité sur l'attention, il est limité sur la mémoire de travail. Donc il faut qu'on soit conscient de ces limites, parce que c'est les mêmes mots. La première liste, c'est traduit en tchèque. Mais sinon, c'est les mêmes mots. Oui. Et du coup, qu'est-ce qui fait que vous réussissez mieux là, évidemment? Alors vous allez me dire, on les connaît. Ça veut dire qu'ils sont stockés dans quelle mémoire, si vous les connaissez? Dans quelle mémoire c'est ça? Sémantique. Parce que vous avez ça en mémoire sémantique, vous êtes capable déjà d'englober le mot en entier. Tout à l'heure, il fallait faire ni, mo, vi, ti, donc vous voyez, ça prenait déjà beaucoup d'espace. Là, vous pouvez les englober, vous pouvez faire des images mentales, vous pouvez les visualiser, vous pouvez faire des associations de mots, vous pouvez vous raconter une image, une histoire, vous pouvez faire des tas de choses parce que vous les connaissez déjà. Donc une stratégie importante, c'est de mettre en place justement cette acquisition long terme. Plus on arrive à mémoriser de choses sur un temps long, plus on soulage aussi la mémoire de travail. Et ça devient aussi facile que la deuxième liste, alors que la première fois qu'on apprend des choses, on dirait du tchèque. Moi, la première fois que je parle des mitochondries à mes élèves, mitochondries, c'est pareil, ça fait 4 items dans la mémoire de travail. Quand ils apprennent, qu'ils mémorisent, que ça vient en mémoire sémantique, c'est aussi facile pour eux que crayon, et de dire après mitochondries, ça pose pas problème. Et moi, je peux parler après des chloroplastes, un autre truc. Et donc, c'est de plus en plus facile si on fait l'apprentissage. Donc ça, c'est vraiment à retenir. Pour améliorer notre mémoire de travail, vous avez vu, il faut assembler les choses. Pour aider nos enfants et nos élèves, on peut proposer toutes les stratégies d'association qu'on veut. C'est ce qui va marcher le mieux, ce qui vous aide. Vous, c'est faire ces associations. Ça a été plus facile avec les mots français parce que vous pouviez faire du lien et les associer entre eux. Vous pouvez les regrouper. Vous pouviez dire, je sais pas, arbre et crayon, c'est fait en bois. Hop, ça fait une association. C'est plus facile à retenir. Et puis avoir un maximum de savoir mémoriser. Plus vous mémorisez, plus vous allez être en facilité de mémoriser à nouveau. Mais encore faut-il le faire avec des stratégies efficaces sur un temps long, en se testant, en se posant des questions et en le faisant un certain nombre de fois. 2 stratégies qui vont vous permettre d'améliorer votre mémoire de travail, qui est absolument centrale dans les processus d'apprentissage. Et donc, deuxième limite, parce qu'en plus c'est pas fini, c'est que c'est limité en temps. C'est-à-dire qu'en plus si on fait rien, ça se vide. Donc déjà, je ne peux pas mettre beaucoup de choses dedans, et ensuite, ça se vide. Donc quand on dit des choses à nos enfants ou à nos élèves, 1, c'est limité, 2, ils vont vite oublier si on ne fait rien de spécial. Donc à nous de proposer des stratégies de testing régulier, de poser des questions régulièrement, de revenir, de répéter, en restant patient et bienveillant avec nos enfants et nos élèves, parce que le cerveau a du mal, vous voyez, à apprendre en réalité. Ça demande des efforts et des bonnes stratégies efficaces. Et l'illusion qu'on sait. Et ça, c'est vraiment important à avoir en tête, parce que les stratégies habituelles des élèves, des enfants, c'est souvent de faire « Ok, je lis, je cache, je répète. Je lis, je cache, je répète. Et quand j'ai fini, hop, je vais voir mes parents ou mon frère, ma soeur, je dis « Tu peux me faire réciter ?» Et ok, du coup, vas-y, je te fais réciter. Mais c'est stocké dans quelle mémoire s'il vient juste de lire, en fait? Dans la mémoire de travail, qui est limitée en quantité et en temps, ça va partir. Donc petit conseil, par exemple, quand on est parents qui viennent nous voir avec les cahiers, tu me fais réciter, mais bien sûr, donne-moi tes cahiers, allez, va jouer, je t'interroge dans 2 heures. Dans 2 heures? Mais j'aurais oublié, moi. Oui, donc tu n'es pas prêt pour demain après-midi, le test qui est prévu, si dans 2 heures tu as oublié. Parce qu'évidemment, dans 2 heures, elle est vide, la mémoire de travail. Ça va aller chercher dans la mémoire sémantique, et elle, il faut l'avoir remplie correctement, en faisant des questions régulièrement. Il n'y a que comme ça qu'on va réussir à la remplir. Donc attention, parce que cette mémoire de travail, elle nous donne cette illusion qu'on maîtrise et qu'on sait, mais en réalité, non, ça va partir très vite. Donc il vaut mieux, une fois qu'on a travaillé, on met de côté, puis on revient un peu plus tard, on se reteste, on vérifie. Et si jamais on demande à être interrogé, pareil, on attend. On ne le fait pas tout de suite, pour être sûr qu'on se rende compte que ce n'est pas encore stocké en mémoire long terme. Tu m'interromps? Oui, alors pour les professeurs, on explique que c'est très important de donner du sens à ce qu'on apprend, parce qu'on retient mieux quand on y trouve un intérêt. Et pour vous, parents, on retient mieux quand on active le circuit de récompense plutôt que le contraire. Donc au lieu de dire à votre enfant, si tu n'as pas appris ta leçon, si tu n'as pas retenu 3 mots, tu seras puni, faites le contraire. Si tu retiens 4 mots,
est quelque chose de positif. On est dans le dopaminique là. Parce que si je vous avais dit tout à l'heure, même avec les beaux chèques, le parent qui trouve 3 mots sur 7 ne paye pas l'école l'année prochaine, eh bien je peux vous assurer qu'il y en a qui auraient peut-être retenu 3 mots 7. Peggy n'aurait pas aimé ça, mais vous voyez, et c'est comme tout, si je vous donne un numéro de téléphone et que vous n'avez pas d'intérêt, vous allez l'oublier. Si vous voulez à tout prix me revoir, si vous avez à tout prix besoin de moi, vous allez le retenir. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus là-dedans et nos enfants aussi ont besoin d'être dans ce contexte-là. Voilà. Merci. Alors du coup, moi élève, je prends le contrôle de ma mémorisation. Oui, ça veut dire, je connais les stratégies efficaces. Je sais que ça ne sert à rien de lire et relire la veille du devoir. Non. Pour un temps long, il va falloir que je me questionne, que je m'interroge, que je me teste, et un certain nombre de fois. Donc je me teste plutôt que lire, je réactive régulièrement, j'attends avant de me faire interroger, hein. En tant que parent, on retourne tout ça, évidemment. J'apprends à gérer mon stress aussi, si besoin. On a vu, hein, en tant que parent, on limite les situations de stress. En tant qu'élève, on apprend aussi à gérer son stress. On peut, il y a des techniques pour faire ça. Attends, excusez-moi. Et j'apprends à gérer mon stress. Voilà, j'avais fini. Voilà ce que je voulais vous dire sur la mémorisation. Si vous devez partir avec quelques idées, elles sont là. Des stratégies efficaces, on se teste régulièrement, on attend avant de se faire interroger, on est bienveillant, on connaît les limites de son cerveau et de sa mémoire. Est-ce que ça va pour la deuxième partie? Ouais. Alors il nous reste un petit peu de temps pour la dernière. Donc, je contrôle mes activités mentales. Autrement dit, je suis indépendant intellectuellement, je suis autonome. Et qu'est-ce qui me permet de faire ça? Eh bien, on va voir ça ensemble. Je vous propose un petit exercice. C'est un des derniers, rassurez-vous. Mais je vous propose un dernier petit exercice. Il va s'afficher, puis je vais vous demander de le faire et de noter le résultat sur votre feuille. Vous êtes prêts pour le dernier exercice? Ah, super. On y va pour le dernier exercice. Les cerveaux qui fusent d'ici. J'imagine si pendant que les parents font ça, on part. Bien sûr. Ce serait compliqué d'ailleurs si on se mettait à parler. Et vous verrez à quel point pour vos enfants c'est ce qu'ils vivent au quotidien quand vous faites ça. Vous téléphonez pendant qu'ils travaillent, et bien c'est compliqué pour eux de faire ça. Et oui, ça vient interférer, c'est compliqué. On corrige? Allez, on y va. 3 paires de chaussures égale 30. Donc une paire de chaussures vaut 10. Je descends. Ma paire de chaussures vaut 10, donc 20 moins 10, 10. Donc chaque petit bonhomme vaut 5. Je descends. S'il vaut 5, 13 moins 5 égale 8. Donc mes petits cônes là, ils valent chacun 4. Je descends. Attention, il y a un piège ici. J'espère que vous avez vu, il y a un fois. Ah, il y a un piège, c'est pas un plus, c'est un fois. Attention aussi, c'est pas une paire de chaussures qui vaut 10, c'est une chaussure toute seule qui vaut donc 5. Attention, c'est pas un double cornet qui vaut 4, c'est un cornet simple qui vaut 2. Attention, c'est pas un bonhomme qui vaut 5, c'est un bonhomme avec une paire de chaussures qui vaut 10, un double cornet qui vaut 4, et lui-même vaut 5. Donc lui, il vaut 5 plus 4 plus 10, il vaut 19, fois 2 égale 38, plus 5 égale 43. La bonne réponse était donc 43. Est-ce qu'il y en a qui ont trouvé la bonne réponse? Tout hasard. Tout le monde qui se retourne, mais personne n'a levé la main. Personne n'a trouvé la bonne réponse. Alors, ce qui m'intéresse dans cet exercice, c'est plusieurs choses. La première, c'est que vous avez régulé votre activité cognitive. Vous avez fait ce qu'on appelle de la métacognition, c'est-à-dire justement réguler votre activité. Pourquoi? Parce que moi, je ne vous ai pas posé de questions. Donc, vous avez décidé vous-même, vous avez déterminé votre objectif qui était de calculer évidemment la dernière ligne pour savoir combien ça faisait. Moi, je ne vous l'ai pas demandé, c'est vous qui avez choisi de faire ça. Vous avez choisi votre stratégie pour y arriver. Donc, vous avez fait des calculs ligne par ligne en vous disant je vais calculer ligne par ligne et puis je vais tout réinjecter dans la dernière. Je ne vous ai pas guidé. Hein.
Vous avez évalué vos progrès. À chaque ligne, vous avez bien réussi à calculer. Vous avez dit, jusqu'ici tout va bien, mes chaussures elles valent 10, mon petit bonhomme il vaut 5. Vous étiez content, vous êtes arrivé à la fin, et à la fin, vous avez aussi évalué le résultat final comme étant conforme à ce que vous attendiez. Donc si vous avez obtenu un chiffre positif, vous avez dit, bah voilà, c'est bon, 19. Voilà, c'est mon résultat, ça me paraît bien. Vous auriez eu moins 5, peut-être que vous auriez recalculé, hein, on est d'accord. Mais donc, ce que vous avez fait, sans que je vous le demande, c'est que vous avez tout à fait autorégulé votre apprentissage, vous avez été capable de faire tout ça. C'est ça l'autorégulation, c'est ça qui va vous rendre autonome, c'est ça le contrôle de ces activités mentales, c'est quand on est capable de faire tout ça. Et donc, ce qui est extrêmement important quand on est capable de faire ça, c'est que ça va permettre à tout le monde d'être plus efficace dans ses apprentissages, au fur et à mesure qu'on développe ses capacités, et d'être plus motivé à continuer d'apprendre. C'est donc très important de développer ses capacités et d'être toujours en capacité de répondre à ces questions. Quel est mon objectif? Comment je m'y prends pour l'atteindre? Comment je vérifie que tout se passe bien? Et à la fin, comment j'évalue que ce que j'ai fait, c'était bien ce qu'il fallait faire? Et ça nous donne une sorte de grille d'aide avec trois mots-clés, hein, B, P, R. B, c'est pour but. Avant que je commence, quel est l'objectif? Avant que je commence là, cet exercice, quel est l'objectif d'apprentissage? Qu'est-ce que je dois faire pour atteindre cet objectif? Est-ce qu'il me semble atteignable d'ailleurs? Est-ce que je pense que je vais y arriver? Si jamais ça me paraît très dur, qu'est-ce que je vais mettre en place? Ça, c'est des questions conscientes qu'on se pose, qu'on peut se poser avant qu'on commence. Et plus on s'entraîne à faire ça, plus on va développer justement notre contrôle cognitif. Pendant, P, c'est le processus. Je mets en œuvre un processus, donc comment j'atteins mon objectif, comment je m'y prends, qu'est-ce que je mets en place? Et puis, quand j'ai fini, qu'est-ce que je viens de faire? Est-ce que j'ai détecté des erreurs? Si oui, est-ce que je les ai utilisées? Comment j'ai appris de mes erreurs? Parce que c'est pas grave de faire des erreurs, au contraire. Mais qu'est-ce que j'en tire de mon erreur? Là, dans cet exercice, par exemple, à la fin, vous laisserez plus prendre, je pense. Le prochain exercice que je vous donnerai, à la fin, vous allez regarder. Attends, c'est des plus ou c'est des fois? Donc vous ne laisserez pas prendre, vous allez progresser parce que grâce aux erreurs que vous avez faites, et parce que du coup on va insister dessus, on va les accueillir dans un cadre bienveillant, on va se dire ok super, tu as fait une erreur, je suis sûr que la prochaine fois justement tu feras attention à ça. Tout le reste ça s'est bien passé, bravo d'ailleurs. Si tu as trouvé 19, tu as déjà fait tous les calculs correctement. Après tu n'as pas vu ça et ça, mais c'est pas grave. On va progresser grâce à ça. Et après, le R, c'est pour le résultat. Quand j'ai terminé un exercice, je ne fais pas mon cahier tout de suite en mode « Allez, c'est bon, c'est fini ». Non, je me pose quelques questions. Déjà, qu'est-ce qui me fait penser que j'ai réussi? Ok, j'ai fini, mais est-ce que ce que j'ai fait, c'était bien ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'il me reste des choses que je peux rajouter? Est-ce que j'ai vraiment fini ou est-ce qu'il me reste à mettre en place des trucs? Qu'est-ce que je dois corriger pour y arriver? Qu'est-ce que j'ai appris par rapport à qu'est-ce que j'ai fait? Ok, j'ai fait un exo de maths, mais voilà, je me pose à la fin et je me pose la question, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris à utiliser telle formule, j'ai appris à factoriser, j'ai appris à... Et bien plus on se pose ces questions avant, pendant et après, plus quand on est parent, on les pose à ses enfants, ok, c'était quoi le but dans cet exercice? Ok, tu as fait l'exercice, mais c'était quoi le but? Comment tu t'y es pris pour faire cet exercice? Comment tu savais que ce que tu avais fait là, c'était bon? C'était bien ce qu'il fallait atteindre? Qu'est-ce qui me manquerait? Et pour la prochaine fois, qu'est-ce que tu apprends de tes erreurs? C'est super cette erreur-là. Qu'est-ce que tu en tires? Ok, on l'écrit. La prochaine fois, je dois faire attention à ça. Donc, qu'on soit apprenant ou qu'on soit parent, c'est 3 moments clés avec des questions clés qui sont affichées là, qu'on peut poser ou se poser pour pouvoir être autonome et contrôler ses activités mentales. Il y a un conseil ici? Le dernier conseil, je ne dépasserai pas cette pour la raison que tu as dit tout à l'heure. Ne commencez jamais un travail avec votre enfant en le regardant et en lui disant c'est facile. Parce que si lui le regarde et ne le trouve pas facile, il va se trouver bête. Si vous lui dites que c'est facile et qu'il n'arrive pas à le faire, il va se trouver bête. Et là, on passe dans quelque chose qui freine. Je suis bête, donc je n'y arriverai pas, voire je n'y arriverai jamais. Donc, vous voyez, ce sont des paroles qu'on prononce très souvent, très simplement en tant que parent. Mais non, c'est facile. Ne faites pas ça. Pensez à ça. Pensez à Frédéric quand vous dites ça. Ne dites pas c'est facile. Parce que ça peut mettre en difficulté l'élève par rapport à tout ce travail de métacognition qu'il est important pour lui de mettre en œuvre de manière autonome. Voilà. Plutôt que c'est facile, c'est plus intéressant de savoir comment je m'y suis pris. Voilà, qu'est-ce que moi j'ai fait? Plutôt que de dire c'est facile, moi j'ai mis ça en place. C'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus aidant en fait de voir les stratégies à mettre en œuvre, quel était l'objectif et ce qu'on avait à faire à la fin. Alors je vais passer quelques slides. Hop. Donc moi, élève, je prends le contrôle de mes activités mentales, je me questionne sur les apprentissages visés. Je ne fais pas juste l'exercice, je me dis c'est quoi le but de cet exercice?
Je distingue ce que j'ai fait de ce que j'ai appris. Pourquoi j'ai fait cet exercice? Il m'a appris quoi cet exercice? Je fais attention à mes erreurs et j'apprends grâce à elles. Les erreurs, c'est absolument fondamental pour apprendre et progresser. J'ai fait une erreur géniale. Elle m'apprend quoi? Qu'est-ce que du coup je peux faire avec cette erreur? Et du coup, je liste consciemment quoi améliorer la prochaine fois. Je fais un focus sur ce que j'ai bien réussi et mes erreurs, je les utilise. Et je me dis, bah voilà, la prochaine fois, je ferai attention à la dernière ligne, je regarderai bien s'il y a des plus et des fois, et je regarderai bien s'il y a 2 chaussures ou s'il y a 2 cônes pour ne pas me laisser piéger. Et surtout, et ça revient à ce que tu viens de dire, je sais que je peux progresser. On peut apprendre tout au long de la vie. Il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est celle qu'on va se fixer nous, qu'on va fixer quand on va dire les choses. On est conscient qu'on peut contrôler ses activités, on peut développer ses capacités tout au long de la vie. Dans un environnement bienveillant, qui utilise l'erreur, où on a confiance, où on croit que c'est possible, parce que c'est possible, tout au long de la vie, de pouvoir progresser et apprendre. Et les parents, du coup, effectivement, j'aime les enfants avec une posture adaptée. Donc je connais les stratégies efficaces aussi. Et donc ça a été évoqué, j'ai passé un peu vite, parce que du coup tu les as un peu dites tout à l'heure. C'est-à-dire je donne des bons conseils, je ne vais pas lui dire de recopier sa leçon ou de lire sa leçon. Je vais au contraire lui dire non, on se questionne, on se pose des questions, on regarde quel est le but. On aide évidemment ces enfants à les appliquer, on maintient un environnement qui est bienveillant, qui est propice aux apprentissages, ça a été évoqué, ça permet d'avancer. Et je fais confiance aux professionnels de l'éducation. On est là, nous, on connaît les bonnes stratégies, on accompagne, on met en place tout ça. Donc, en tant que parent, on peut aussi faire confiance, et on l'entend dans ce que dit M. Dorville aussi, on entend bien qu'on met en œuvre tout ça. Faites-nous aussi confiance, être professeur, vous voyez, surtout avec tout ce qu'on sait maintenant sur le cerveau, on sait beaucoup de choses, on applique les apports de la recherche, c'est un vrai boulot tout ça. On n'improvise rien quand on travaille, quand on propose des activités aux élèves, donc faites aussi confiance aux professionnels de l'éducation. Écoutez, il nous reste à résumer tout ce qu'on vient de dire, donc là c'est à vous de jouer, c'est pas à moi, et on terminera sur ça. Donc, si vous pouvez, votre voisin-voisine, réactiver ensemble ce qu'est un PIM, pourquoi est-ce qu'on a ce petit personnage qui rigole, qu'est-ce que les 2 vidéos, les 2 exercices nous ont apporté, vous pouvez réactiver les différents types de mémoire, les limites de la mémoire qui est ici, des stratégies efficaces, et puis, pas de dernière image, mais ici, 3 moments clés, important pour poser des questions. C'est à vous maintenant, vous réactivez avec votre voisin, on prend 1 minute, on réactive tout ça, à vous de jouer. On y va, je voulais redire rapidement. Alors, PIM, pour être attentif, pouce, perception, index, intention, majeur, manière d'agir. Ça, c'est parce qu'on est distrait, on est câblé pour être distrait par les éléments saillants, par les distracteurs physiologiques, émotionnels. Ça, on peut ne pas voir un gorille qui passe, c'est la cécité attentionnelle. Ça, c'était nos doubles tâches, mission impossible, on ne sait pas faire, le cerveau, il est limité, il ne sait pas faire ça. Nos mémoires, sensorielles, travail, sémantique, épisodique, procédural. Donc là, certains d'entre vous, vous venez d'avoir un pic de dopamine en mode oh, trop bien, Voilà, ça c'est très positif pour apprendre. Ici, la mémoire de travail très limitée, elle est limitée en quantité d'éléments et en durée de rétention. Mais si je regroupe, si je fais du lien avec ce que je sais déjà,
eh bien, je la rends plus efficace. 2 stratégies mémorisation long terme, on se pose des questions, vraiment retenez ça, on se pose des questions, on réactive régulièrement. 3 moments clés importants pour réguler ces activités, le but, le processus et le résultat. Et ça, on ne l'a pas vu, donc vous ne pouviez évidemment pas dire, il n'y avait pas de piège, mais on ne l'avait pas fait. Bravo à vous, il nous reste quelques informations. Alors, je le dis tout de suite, je n'ai aucun intérêt à vous proposer ça. C'est vendu au prix auquel nous l'avons acquis auprès de l'association. Il nous reste quelques exemplaires de Innover avec les sciences cognitives et apprendre à mieux mémoriser. Donc s'il y a des parents qui sont intéressés, c'est 20 000 le livre, vous verrez, il y a le prix derrière, donc nous on n'y gagne rien, mais je pense que c'est intéressant de poursuivre pour certains en achetant le livre en famille ou entre amis pour se le passer. Donc nous avons quelques exemplaires, si vous êtes intéressés, faites-le. Et pour terminer, je m'adresse à une personne dans la salle qui se reconnaîtra. J'espère qu'en étant venue ici, alors qu'elle n'est plus élève dans notre lycée, qu'en prenant le pouvoir sur notamment la dernière partie sur la métacognition, elle ne pensera plus à ses professeurs broyeurs d'élèves et justement continuera à prendre du plaisir, reprendra du plaisir à lire, et je lui souhaite bonne chance pour la suite. Voilà. Vous êtes en train de savoir c'est qui, hein? Merci. Alors, il me reste un dernier jeu pour ceux qui ont envie, mais globalement j'ai fini le contenu. Mais pour ceux qui ont envie de jouer, on avait joué à qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux la dernière fois. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Si vous avez encore quelques minutes d'énergie, on peut le faire. Vous voulez faire le jeu? Ok. Alors c'est un jeu très simple. On va parler neuromythe. Un neuromythe, c'est une croyance fausse sur le cerveau qui est exprimée en langage plus ou moins scientifique, qui souvent est inspiré par des résultats scientifiques qui sont périmés, simplifiés ou carrément mal interprétés, et ça résiste souvent. C'est-à-dire qu'on a beau dire que c'est faux, on est là en mode ouais, moi je pense que ça reste vrai. Alors si vous voulez jouer, voici quelques propositions. Donc il faudra trier ce qui est vrai, ce qui est faux. Vous allez jouer avec votre voisin voisine. Première proposition, manger du poisson, c'est bon pour la mémoire, donc il faut manger du poisson. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord. Avec Internet, c'est pas la peine de mémoriser. On dispose évidemment d'une immense bibliothèque en ligne, donc c'est plus la peine de mémoriser. Je vois que ça joue déjà là-bas. Lire de nombreuses fois une connaissance permet de la retenir sur un temps long. On mémorise mieux en marchant. On peut apprendre de nouvelles choses en dormant avec des applications. On met des écouteurs, on les lance et ça nous permet d'apprendre notamment des langues. Le Brain Gym améliore les performances cognitives. Alors, le Brain Gym, c'est très simple. C'est des mouvements de gym, de coordination motrice qui boostent le cerveau. Donc, par exemple, on tourne l'index dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre avec la main droite et la main gauche bat la mesure. Vous voyez, dans un... Bon, moi, j'arrive pas à le faire, mais mon cerveau marche pas bien. L'effet Mozart est efficace sur les apprentissages. Ça, c'est des études qui ont montré que la musique classique, et particulièrement celle de Mozart, booster le cerveau, notamment en termes de mémorisation, et ça marche même in utero. Donc on peut, lorsqu'on est enceinte, on peut faire écouter de la musique classique. Ça booste les capacités cognitives des élèves. Sur des IRM, je ne sais pas si vous connaissez, c'est ces images du cerveau. Maintenant, on a des images où on peut voir à l'intérieur du cerveau. On voit que les artistes ont un hémisphère droit qui est plus développé que le gauche, et les mathématiciens, c'est l'inverse. Les jeux vidéo peuvent améliorer certaines fonctions cognitives, et on peut muscler sa mémoire avec des exercices d'entraînement. C'est à vous, on joue avec son voisin, sa voisine. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Il y a du vrai, il y a du faux. On se donne 2 minutes et on terminera sur ça. Un livre gratuit à celui qui... Ça joue, alors. Montrez-moi avec votre main combien vous en avez trouvé de juste. Combien de juste? Alors j'ai dit 3, j'ai dit 1, ok. Combien j'ai devant? Vous dites combien? Ah, ok, pas grave.
6, ok. Alors, on corrige? Les bonnes réponses sont les suivantes. Attention. Il n'y a que la 9 qui est vraie. Alors, très rapidement, manger du poisson est bon pour la mémoire. Non. Manger du poisson, c'est bon pour le cerveau en général, en particulier les poissons gras, c'est eux les meilleurs, mais c'est pas spécifiquement associé à la mémoire. Donc tous les trucs qu'on nous vend pour booster par exemple juste la mémoire, ça marche pas, on n'a pas des molécules qui ciblent les neurones de la mémoire, c'est bon. En revanche, ça peut être bon pour le cerveau. Donc ce qu'il faudrait dire ici, c'est manger du poisson gras est bon pour notre cerveau. Avec Internet, pas la peine de mémoriser. Ce qui est vrai, c'est qu'avec Internet, c'est pas la peine de mémoriser des quantités infinies, mais il nous faut un peu quand même. Il nous faut des bases, un minimum. Si vous n'êtes pas biologiste, je vous mets au défi d'aller lire l'article sur l'ADN sur Wikipédia et de comprendre ce qu'il y a dedans. Il nous faut des bases, un peu quand même. On ne peut pas dire, ok, avec Internet, j'apprends plus rien. Eh non. Il nous faut un peu des bases pour pouvoir comprendre dans les différents domaines dans lesquels on apprend. Lire de nombreuses fois, bah non, on a bien dit, j'espère que personne l'a coché, on a dit on se questionne. Mais alors, ce qui est bien, c'est de le faire plusieurs fois. Par contre, ce qui était moins bien là-dedans, c'était qu'il ne fallait pas lire, mais se questionner. On mémorise mieux en marchant. Alors, il se trouve qu'il y a des personnes qui aiment bien marcher en apprenant, mais les études ne montrent pas de plus-value à mémoriser dans ce qu'on apprend. Alors, ceux qui aiment ça, continuez, évidemment, mais c'est pas un conseil à donner spécialement parce qu'il n'y a pas de corrélation entre la marche et la mémorisation. On peut apprendre de nouvelles choses avec des applis en dormant. Non, ça marche pas comme ça. Le sommeil, effectivement, est très impliqué dans les situations d'apprentissage, mais pas des nouvelles. Celle de, au contraire, la journée. Ça réactive ce qu'on a vu dans la journée, donc c'est vraiment intéressant d'apprendre avant d'aller dormir plutôt qu'après une bonne nuit de sommeil. Ça augmente la rétention. En revanche, pas des nouvelles choses. Le brain gym améliore les performances cognitives? Non, pas du tout. Le brain gym, au mieux, si on fait de la gym, c'est sympa pour le corps, c'est bien aussi pour le cerveau de faire du sport, mais on n'améliorera pas ses performances cognitives. L'effet Mozart est efficace aux apprentissages? Non plus. Pourtant, si vous tapez sur Google effet Mozart, vous pouvez acheter des livres, des CD. Il y a une espèce de truc qui a explosé. Ça, c'est une généralisation d'une vieille publication qui a jamais dit ça, mais ça s'est déformé. Il y a des gens qui ont fabriqué la méthode Mozart et maintenant vous pouvez acheter ça, mais ne le faites pas. C'est pas du tout efficace. Sur des IRM, on voit que des artistes ont un hémisphère droit plus développé et les mathématiciens, c'est le gauche. Non, ça c'est l'idée de ce qu'on appelle la dominance hémisphérique. Vous savez, c'est qu'il y aurait un hémisphère plus associé à ce qui est artistique et l'autre plus logique, et qu'en général, on a l'un des deux. Alors du coup, je plains sincèrement les non-mathématiciens, non-artistes, hein. A priori, d'après la théorie, ils n'ont pas de cerveau, hein, donc ça marche pas comme ça. Alors on l'a dit tout à l'heure, alors merci pour le spoil du coup, mais oui, les jeux vidéo peuvent améliorer certaines fonctions cognitives, ça c'est vrai, et on peut muscler sa mémoire avec des exercices d'entraînement, donc ça c'est faux. C'est pas parce que j'apprends et je m'entraîne à apprendre des dates en histoire que je deviens hyper balèze pour mémoriser des poésies. Malheureusement, pour la mémoire, tout à l'heure on a dit que pour l'attention c'était transférable, mais pour la mémoire, ça l'est pas. Quand je m'entraîne à apprendre quelque chose en particulier, je deviens bon là-dedans, mais c'est pas transférable. En revanche, ce qui est transférable, c'est les stratégies. Ça, oui, les stratégies que je mets en œuvre, ça, elles sont intéressantes, quelles que soient les situations. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci d'être venu.